de la certification de conformité des dispositifs médicaux numériques durant toute cette heure, puisqu'effectivement, c'est l'actualité avec l'ouverture du parcours en nom de marque en phase nominale depuis lundi. Donc nous allons faire un rapide tour de table pour vous présenter un petit peu l'équipe. Donc je vais laisser la parole à Fazia, Pierre, Hugo et Yacine qui vont se présenter rapidement. Donc je vais juste commencer par moi, effectivement. Donc Yves Lauriard, chef de projet à l'ANS, donc sur les projets télésanté et particulièrement donc télésurveillance, dispositifs médicaux numériques et téléconsultation. Voilà, donc Fazia, peut-être je te laisse te présenter et puis à tour de rôle, voilà. Bonjour à tous, Fazia Amrouche, je suis chef de projet audit de conformité à l'ANS et donc je travaille avec Yves et toute l'équipe sur les projets téléconsultation, télésanté et télésurveillance. Bonjour Pierre Cézanne, je suis consultant pour l'ANS et on accompagne du coup l'ANS dans le projet de certification de conformité des DMN. Et bonjour, Hugo Desgrès-Duloup. De la même manière que Pierre, je suis consultant pour l'ANS. Et comme Pierre l'a bien dit, on accompagne l'ANS sur le projet de la certification de conformité des DMN. Et enfin, Yacine Miesser, je fais partie des équipes responsables de la plateforme Convergence qu'on va voir pendant la démonstration. Merci à tous. Donc avant de commencer, donc quelques points d'attention. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans le chat. Donc privilégiez l'onglet questions, hein, il y a un onglet, je crois, de chat et un onglet questions. Voilà, donc si vous avez des questions, posez-les dans cet onglet-là, questions. Et puis nous y répondrons. Donc à la fin, on a prévu un temps pour répondre à ces questions. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas, donc on y répondra ultérieurement. Un petit point d'attention aussi, donc ce webinaire, donc il est particulièrement focalisé sur la partie référentielle d'interopérabilité et de sécurité des DMN ainsi que le parcours de certification de conformité sur la plateforme Convergence. Donc voilà, on ne va pas parler des tarifs, on ne parlera pas non plus éventuellement des problèmes de planning qu'il peut y avoir. Voilà, donc on se focalise sur ce sujet-là. Voilà. Alors, sur ce webinaire, donc cinq grandes parties. On va d'abord faire un rapide état des lieux donc de la certification de conformité des DMN avec une partie réglementation, où on en est, puis l'impact sur la partie donc des parcours de certification. Ensuite, on verra la partie donc processus de certification avec une présentation macro du référentiel et puis des différentes sections de ce référentiel et des étapes de la certification. On enchaînera ensuite avec la partie présentation de Convergence en deux parties. Tout d'abord, la partie authentification, puis une partie plus spécifique sur le parcours de certification et particulièrement sur le parcours nom de marque. Puisque c'est le parcours qui est donc ouvert en mode nominal depuis le début de la semaine. Et puis ensuite, nous verrons les modalités de dépôt avec le scénario de bascule pour ceux qui auraient déjà commencé leur candidature avant, quand c'était en phase transitoire. Nous verrons aussi les délais de traitement de l'ANS et la durée de validité du certificat. Et puis enfin, en dernière partie, nous verrons donc les principales étapes à venir, donc à court et moyen terme. Et puis à la fin, donc nous avons une partie donc questions-réponses. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par la partie donc sur l'état de la certification de conformité des DMN. Alors tout d'abord, un petit rappel des différentes étapes qui ont eu lieu au niveau donc réglementaire. Donc la première date, c'est effectivement le 25 juillet 2022, où il y a donc eu l'arrêté qui a rendu opposable le référentiel d'interopérabilité et de sécurité des dispositifs médico-numériques de télésurveillance.
Donc ça a permis d'ouvrir les guichets lignes génériques et nom de marque sur la plateforme Convergence, donc en mode transitoire. À ce moment-là, donc l'ANS n'était pas habilitée à délivrer un certificat de conformité. Ensuite, donc, il y a eu donc le 30 décembre 2022 la signature du décret de la télésurveillance qui a permis donc entre autres à l'ANS d'être habilité à délivrer des certificats de conformité. Ensuite, donc le 25 janvier 2023, il y a eu donc la publication de l'avis de projet de la HAS. Donc c'est globalement la concertation sur les spécifications techniques HAS sur chacune des pathologies étapes qui sont donc l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, le diabète et les prothèses cardiaques implantables. Donc cette phase donc de concertation est toujours en cours et donc quand elle sera terminée, ça permettra donc à l'ANS de rajouter les exigences spécifiques HAS au référentiel et de les vérifier dans la plateforme Convergence. Donc ça concerne toute cette partie-là, la partie ligne générique. Et enfin, donc il y a eu donc le 22 février la signature d'un autre arrêté qui, cette fois-ci, rend opposable le référentiel des dispositifs médicaux numériques. Donc ce dernier élément donc, a permis d'ouvrir le guichet Convergence en nom de marque en mode nominal. Voilà, donc le 6 mars 2023, c'est-à-dire au début de la semaine. Alors, donc nous avons donc maintenant un seul référentiel, le référentiel des dispositifs médicaux numériques. Nous avons également donc une seule plateforme, la plateforme Convergence, qui va vous être présentée tout à l'heure. Par contre, nous avons effectivement quatre parcours, dans Convergence. Donc, le parcours nom de marque, comme on vient un petit peu de le voir, donc qui est ouvert en phase nominale depuis le début de la semaine. Donc, c'est cette partie-là que nous allons vous détailler. Ensuite, donc il y a aussi le parcours ligne générique. Donc, on a 4 parcours parce que c'est des modes de financement qui sont différents. Voilà, donc le parcours ligne générique qui, lui, est toujours ouvert donc en phase transitoire et qui sera donc ouvert en phase nominale une fois la concertation donc des spécifications HAS terminée et ce sera probablement en avril, courant avril. Et puis 2 autres parcours, le parcours donc de prise en charge anticipée pour toutes les solutions innovantes, donc qui représentent un bénéfice clinique ou un progrès organisationnel. Donc c'est un mode de financement différent pendant 1 an avant de rentrer dans le droit commun. Donc sur cette partie prise en charge anticipée, donc j'en profite pour vous rappeler, pour ceux que ça intéresse, un webinaire donc spécifique, un webinaire croisé avec la HAS, la DNS, la DSS et l'ANS, donc le 23 mars à 14h30. Voilà, donc le lien est dans la présentation donc qui vous sera envoyé juste après ce webinaire. Voilà, et puis le dernier, donc la prise en charge transitoire, donc, qui sont pour les DMN présumés innovants, donc ayant une finalité thérapeutique ou de compensation de handicap et qui relèvent de la LPPR. Voilà, donc ce guichet-là ouvrira aussi en même temps que la prise en charge anticipée, donc courant avril. Alors, je vais donc laisser la parole donc à Pierre qui va vous parler donc du processus de certification de conformité et du référentiel. Oui, bonjour à tous. Alors, on voulait tout d'abord faire une rapide présentation du référentiel et je repasserai la parole du coup à Yves sur la dernière partie sur les étapes de certification de la conformité. Donc, ce référentiel il est issu d'un travail de plusieurs mois en co-construction avec les acteurs de l'écosystème, puis qui a été mis en concertation publique pour faire évoluer le référentiel avec le plus de retours possible. On a du coup abouti sur une V1 qui a été rendue opposable par arrêté ce 22 février. Et on a une V2 qui est encore aujourd'hui à l'heure de projet, mais avec un calendrier qui n'est pas encore défini pour le moment.
Et donc, le référentiel, il se compose de 2 documents principaux. Il y a le PDF qui rappelle du coup le périmètre d'application du référentiel, les destinataires du document, une présentation des profils et des exigences plutôt en vision macro, donc les différentes thématiques qui sont dans le référentiel. Et ensuite, on a le fichier Excel qui rassemble l'ensemble des exigences, scénario de conformité et preuves associées. À cela, on a produit aussi un guide de dépôt qui va vous servir à vous accompagner dans les démarches à réaliser sur Convergence, dont une démo sera faite un petit peu plus tard dans le webinaire. Et on a traduit du coup le référentiel, le PDF et l'Excel en anglais, et tous ces documents donc, du coup, sont disponibles sur le portail industriel. Donc vous avez un rappel de l'adresse ici. On voulait aussi rapidement vous rappeler le périmètre d'application du référentiel, donc, qui est aussi reprécisé dans le document PDF du référentiel. Donc, sont concernés par ce référentiel d'interopérabilité et de sécurité des DMN, les DMN qui ont le marquage CE conformément au règlement 2017-745 ou 2017-746, ou éventuellement aux directives européennes 93-42, 90-385 ou 98-79, qui impliquent un traitement de données à caractère personnel et qui sont destinés à un usage individuel. Et donc, l'objectif, c'est d'obtenir le certificat de conformité à ce référentiel pour prétendre à une inscription à la liste des activités de télésurveillance en nom de marque, à la liste des activités de télésurveillance sur une ligne générique, ou bien à la LPPR, ou bien pour être pris en charge de manière anticipée par l'assurance maladie, ou de manière transitoire. Ensuite, en termes de thématiques, donc le référentiel est structuré autour de différentes sections pour garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé des patients. Et donc, on retrouve différentes thématiques issues de la doctrine du numérique en santé. On a l'INS pour la sécurisation et l'identification du patient, ProSanté Connect pour l'authentification des professionnels, l'annuaire santé pour la bonne identification des professionnels de santé, une déclaration au respect et à la conformité au RGPD, des exigences sur la portabilité des données et sur l'identification électronique, donc le respect de la DGS-SIS. Pour les exigences, pour les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance, on a aussi des exigences spécifiques issues du coup des spécifications techniques de la HS, donc pour chacune des pathologies du programme étape. Et je crois que c'est déjà ton tour, Yves. Ah non, on avait une dernière slide, donc ça c'est un cas pratique, c'est un exemple d'illustration, donc c'est pour bien comprendre comment les profils fonctionnent. Donc il y a différents profils dans le référentiel. Certains profils sont obligatoires, d'autres sont facultatifs. Et donc là, on a pris l'exemple d'un industriel qui proposerait une solution de télésurveillance utilisant un établissement de santé avec un accès patient qui crée les identités patients. Et donc, cet industriel devrait a priori cocher les profils général, accès professionnel de santé, référentiel d'identité et référentiel d'identité en établissement de santé, et le profil accès usager. Et donc ça, c'est du coup une des colonnes de l'Excel sur laquelle vous devez filtrer le tableau Excel pour retrouver toutes les exigences qui vous concernent. C'est aussi expliqué un peu plus longuement du coup dans le document PDF que vous avez déjà dû consulter. Et si vous n'avez pas de questions, je te rends la main, du coup, Yves. Oui, merci Pierre. On a passé un petit peu trop rapidement. Donc, au niveau du processus de certification, donc avant de rentrer dans le détail, un petit aperçu donc macro. Principalement 2 phases. Une phase qu'on appelle la phase de recevabilité, la phase 1, et puis la phase 2 qui est réellement le dépôt des preuves. Voilà. Donc, donc on peut voir à l'écran des cases rouges et des cases bleues. Alors, tout ce qui est en rouge, donc c'est tout ce qui est à la charge en fait de l'entreprise du numérique en santé. Ce qui est en bleu est de la responsabilité donc de l'ANS. Et puis, il y a une case qui est assurée, c'est quand il peut y avoir effectivement des allers-retours entre l'entreprise du numérique en santé et l'ANS. Alors, sur cette première phase donc de recevabilité, donc la première étape, c'est effectivement le dépôt de la candidature. Toutes ces phases-là vont être détaillées un petit peu plus tard avec une démo par Fazia. Donc, cette phase de dépôt de la candidature, donc c'est principalement le dépôt de pièces jointes comme le certificat HDS, le cas échéant, le marquage CE, l'autodéclaration RGPD.
et puis le renseignement d'informations administratives comme le numéro sirène, etc. Donc une fois que c'est complété, l'ANS va donc étudier la recevabilité pour vérifier effectivement aussi que vous êtes sur le bon parcours. Et puis donc une fois que la recevabilité est validée, l'ANS va vous envoyer donc une convention que vous devrez donc signer pour passer à l'étape d'après. Donc, pour information, donc, la convention sera également signée par l'ANS, mais en toute fin de processus de certification de conformité. Donc une fois la convention signée par l'entreprise du numérique en santé, vous pourrez donc passer à la phase 2 avec l'étape de dépôt des preuves. Donc les preuves, c'est principalement des copies d'écran, des vidéos, des documents. Je rappelle donc que le dépôt des preuves pourra se faire section par section. Les sections, c'est celles en gros que Pierre vous a présentées tout à l'heure, la partie INS, la partie PGS-SIS, voilà, tout ça, ce sont des sections différentes. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis, une fois que les preuves sont déposées, donc l'ANS va instruire le dossier. Donc c'est une phase qui peut être assez longue, hein. Il y a environ une bonne centaine d'exigences et au moins donc une centaine de preuves à étudier. Voilà. Et donc, à la fin, une fois que tout est OK, donc il y a l'attribution du certificat de conformité. Donc si des preuves ne sont pas bonnes, c'est là où il y a un système donc d'aller-retour entre l'ANS et l'entreprise du numérique en santé. Voilà. Donc on va passer donc maintenant à la partie convergence. Donc je vais laisser la main à Yacine, qui va donc vous présenter la première partie de la présentation de convergence avec l'authentification de l'exploitant, je crois, jusqu'au choix du parcours. Voilà, Yacine, je te laisse la parole. Merci Yves. Donc, pour vous connecter à la plateforme Convergence, l'ANS a mis en place un nouveau mode d'inscription et de connexion, un fournisseur d'identité. Alors, ce fournisseur d'identité vous permet, une fois inscrit, d'accéder à la plateforme Convergence et également à l'espace authentifié du portail industriel. Et donc, ce fournisseur d'identité vous permet d'avoir une authentification unique pour accéder à ces deux services, donc l'espace authentifié du portail industriel et à la plateforme Convergence, sur laquelle vous pourrez gérer vos candidatures de certification de conformité des DMN. Il offre également une inscription sécurisée à travers une vérification de l'entreprise et également une vérification de l'identité de la personne physique, du représentant légal de l'entreprise. Et il vous permet également de gérer vos comptes à travers la mise à jour de vos informations personnelles et la gestion des comptes de vos collaborateurs à travers l'ajout et la suppression de vos collaborateurs directement, enfin des comptes de vos collaborateurs directement sur le fournisseur d'identité. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, en étant sur la plateforme Convergence, vous pouvez gérer les candidatures avec différents comptes utilisateurs de la même structure, de la même entreprise. Donc, si vous avez plusieurs comptes utilisateurs, vous pourrez tous gérer la candidature directement sur la plateforme Convergence. Et les différents rôles qui vous sont offerts à travers le fournisseur d'identité sont le mandataire. Donc, le mandataire, son inscription, elle est vérifiée et son identité physique également, elle est vérifiée à travers un parcours d'inscription qu'on verra un peu plus tard. Et il peut également désigner plusieurs représentants et salariés au sein de sa structure. Les représentants, ils héritent des droits du mandataire et la création de leur compte ne passe pas par une vérification de leur identité physique. Et on a enfin un rôle salarié. Son identité physique n'est pas vérifiée non plus sur le fournisseur d'identité et la création de son compte, elle est validée par le mandataire ou les représentants de la structure. Donc là, on peut passer
à un guide d'utilisation d'ISC pour vous montrer comment on crée son compte en tant que mandataire ou en tant que représentant ou salarié. Manon, s'il te plaît, si tu peux basculer vers l'autre présentation. Oui, je partage tout de suite. Merci. Parfait, merci. Donc, pour se connecter en tant que mandataire, on arrive sur le fournisseur d'identité. Donc, on choisit notre rôle mandataire. On clique sur le bouton suivant. On inscrit nos différentes informations personnelles. Nom d'utilisateur, civilité, prénom, nom, adresse mail, numéro de téléphone. On accepte les CGU et on peut passer à l'étape suivante. C'est une étape de vérification de l'identité de l'entreprise. Donc, on charge un CABIS sur le fournisseur d'identité et on lance la vérification du CABIS. Donc, une fois le CABIS vérifié automatiquement par le fournisseur d'identité, il vous affiche la liste des différents mandataires sociaux de l'entreprise et donc vous pourrez sélectionner votre nom, prénom parmi la liste qui vous sera affichée et cliquer sur suivant. Donc ensuite, on passe à la vérification de l'identité physique du mandataire qui se fait sur un parcours au niveau de votre téléphone. Donc, on clique sur « Procéder à la vérification » et on scanne le QR code pour passer sur téléphone ou sinon, on choisit l'option de recevoir un SMS. Donc, une fois sur téléphone, on démarre la vérification. On démarre la vérification et on nous demande de sélectionner notre document d'identité, le pays émetteur. On clique sur suivant et on a notre pièce d'identité sous la main. On prend en photo le recto de notre document d'identité. Une fois que cela est fait, on passe à l'étape suivante où on nous demande d'incliner le recto de notre pièce d'identité. Donc, on l'incline à droite et à gauche. Une fois que c'est fait, on passe au verso donc, de la pièce d'identité, ou plutôt du document d'identité. Et pareil, on le prend en mode statique et après, on nous demande de l'incliner. Donc, une fois qu'on a scanné notre pièce d'identité, on passe à un film du visage. Donc, on se prend en vidéo vue de face et ensuite, on tourne légèrement la tête à droite ou à gauche pour nous prendre en vidéo. Donc, une fois que votre parcours est terminé, la vérification se fait côté équipe ANS, où ils vont vérifier l'ensemble des informations qui ont été saisies et vos informations enregistrées. Et donc, une fois que la vérification a été faite, un email vous est envoyé afin d'initialiser votre mot de passe et accéder à la plateforme Convergence à travers vos identifiants du fournisseur d'identité. Donc ça, c'est la partie mandataire social. Ensuite, on passe à la partie représentant ou salarié. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir créer des comptes représentants ou salariés, il faut que le mandataire soit déjà créé sur le fournisseur d'identité et donc, par conséquent, l'organisation ou votre entreprise soit déjà créée dans le fournisseur d'identité. Donc, en tant que représentant ou salarié, on peut sélectionner notre rôle, donc représentant ou salarié. On clique sur suivant. Dans le parcours d'inscription, on nous demande de sélectionner la nomenclature de notre entreprise. Donc, si c'est une entreprise française, on sélectionne la case sirène et on saisit notre identifiant, donc le sirène à 9 chiffres et on clique sur suivant. Donc, si l'entreprise elle est déjà inscrite sur le fournisseur d'identité, les informations de l'entreprise remontent. Sinon, on est invité à contacter le mandataire pour qu'il puisse créer son compte et par conséquent créer l'organisation et donc l'entreprise sur le fournisseur d'identité. Donc, si on part du principe que l'entreprise elle est déjà inscrite sur le fournisseur d'identité, donc on retrouve nos informations, on clique sur suivant et on peut compléter nos informations personnelles pour la création de notre compte en tant que représentant ou salarié. Donc, pareil, c'est le nom d'utilisateur, civilité, prénom, nom, adresse mail, et on peut accepter les CGU. Et donc, une fois qu'on clique sur le bouton suivant, une notification est envoyée
aux mandataires et aux représentants pour qu'ils puissent valider la création de votre compte. Et donc après, vous recevrez un email d'initialisation du mot de passe pour accéder à la plateforme Convergence à travers vos identifiants ISC, ou plutôt du fournisseur d'identité. C'est bon pour cette présentation. Je pense qu'on peut revenir à l'autre présentation maintenant, si tu veux bien, pour vous montrer comment, une fois qu'on a créé notre compte sur le fournisseur d'identité, comment on peut se connecter à la plateforme Convergence et démarrer notre démarche de certification de conformité. Donc, une fois notre compte créé sur le fournisseur d'identité, on accède à la plateforme Convergence à travers le lien convergence.isanté.gouv.fr. On clique sur le bouton connexion qui nous redirige vers le fournisseur d'identité. On saisit nos identifiants, donc login et mot de passe. Et après, on clique sur se connecter pour accéder directement à la plateforme Convergence. Et donc, je laisse la main à Fazia qui est connectée déjà sur la plateforme Convergence. Vous voyez mon écran. Donc, une fois vous êtes connecté à la plateforme Convergence, vous pouvez accéder à l'ensemble des dispositifs de mise en conformité disponibles sur la plateforme Convergence. Et pour accéder à la page dédiée à la certification des DMN numériques, il y a deux façons pour y accéder de manière. Soit en cliquant sur la certification des DMN numériques directement ou depuis l'onglet certification des dispositifs médicaux numériques. Vous avez une présentation succincte de la certification de conformité des DMN numériques et les démarches disponibles actuellement. Pour choisir le parcours nom de marque ou les démarches, il faut cliquer. En sélectionnant le parcours nom de marque, vous avez donc une description du parcours nom de marque, des DMN concernés et un rappel des différentes étapes du processus de certification. Donc, ça commence par la création du produit ou l'ajout d'un produit déjà créé, la complétion du formulaire de recevabilité avec les informations concernant le DMN, la société et les différentes pièces justificatives, ainsi le dépôt de preuves. Pour ajouter un produit à la démarche, donc, on peut ajouter depuis deux endroits. Donc, pour ajouter, nous avons la possibilité d'ajouter un nouveau produit ou d'ajouter déjà un produit créé. Le produit correspond au DMN candidat à la certification de conformité. En sélectionnant le produit, on l'associe à la démarche nom de marque. Et à ce moment-là, il est possible de commencer la candidature. Je m'excuse pour la lenteur. Donc, dans le formulaire de recevabilité, vous avez un récap des étapes de la candidature, donc la recevabilité, la convention, le dépôt de preuves. Et pour cette première étape, vous devez renseigner les informations concernant le représentant légal de l'entreprise et le contact, ainsi les informations sur le DMN candidat à la certification. Donc, le nom du logiciel, le numéro de version sont déjà renseignés lors de la création du produit. Et renseigner aussi s'il y a des objets connectés. Lors de cette phase de recevabilité, donc, il faut choisir les profils associés au DMN et lesquels vont déterminer les exigences et les preuves à fournir pour avoir le certificat de conformité. Le profil général est sélectionné par à minima. Et puis, selon votre solution, vous pouvez sélectionner les profils référentiels d'identité,
les profils stockage de copies de titres d'identité, accès professionnel, si la solution offre un accès professionnel, et un profil accès usager si la solution offre un accès usager. Si la solution fait appel à un composant additionnel pour répondre à certaines exigences du référentiel, vous pouvez donc déclarer le composant en renseignant les champs concernés. Donc, il y a le nom commercial du composant additionnel, le numéro de version, le numéro d'identification accès disponible et une brève description des fonctionnalités des composants additionnels. Et vous pouvez ajouter autant de composants additionnels que nécessaire. Concernant les pièces justificatives, donc vous pouvez, il est attendu de fournir une documentation qui décrit les fonctionnalités du DMN candidat et donc des différentes vous pouvez joindre autant de documents disponibles. C'est l'effet démo, ça ne charge pas. Je vais essayer un autre document. Donc, pour les différentes pièces justificatives, vous pouvez télécharger plusieurs pièces justificatives. Donc, il y a en plus la documentation fonctionnelle. Vous avez la déclaration de conformité RGPD, l'attestation de conformité à l'hébergement des données de santé et le certificat HDS s'il est disponible, la déclaration en marque HCE et ainsi une attestation de conformité délivrée par l'organisme notifié si le DMN n'est pas de classe 1. Si vous êtes un groupement d'éditeurs, un mandat doit être fourni pour vous mandater pour être un chef de file. Vous avez la possibilité donc d'enregistrer progressivement votre candidature pour revenir plus tard, une fois l'ensemble des documents fournis et les pièces justificatives et les informations complétées, vous pouvez soumettre votre formulaire de recevabilité pour une étude de notre côté. Si des modifications sont nécessaires, on va vous envoyer la demande de modification pour apporter les éléments attendus et soumettre à nouveau. Si l'ANS valide la recevabilité de votre candidature, vous serez notifié et l'étape de recevabilité sera donc validée. Une convention vous sera envoyée pour signature. Dès la signature de la convention, vous passerez à l'étape de dépôt de preuve. Je passe à une autre présentation pour vous présenter l'étape de dépôt de preuve. En renseignant un numéro de produit, je peux accéder à une candidature déjà en cours. Hugo, peut-être si tu peux passer des questions en attendant que je prépare. Ouais, alors j'ai une question sur les profils. Les profils doivent être fixés définitivement dès l'étape de la candidature ou des profils pourront être ajoutés ou supprimés à l'étape de dépôt de preuve? Alors, je vais répondre à cette question. Effectivement, les profils, ils doivent être déterminés dès la phase de recevabilité, parce que, effectivement, en choisissant les profils, c'est ce qui va conditionner l'affichage des exigences et des preuves qui vont être demandées sur la phase de dépôt des preuves. Donc, il n'est pas possible de les modifier. Alors, s'il y avait une erreur ou voilà, ou un oubli,
effectivement, il faudrait du coup revenir en arrière, refaire la phase de recevabilité et puis redéposer l'épreuve. Donc, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas le process standard, on va dire. Voilà, donc euh, il faut et c'est vérifié, hein, d'ailleurs, la sélection des profils, il y a des contrôles qui sont vérifiés lors de la phase de recevabilité pour vérifier la cohérence de sélection des profils. Voilà. Et une autre question ou Fazia, tu as pu Oui, je régler peux ton poursuivre. problème? Alors dans Oui. ce cas-là, on va poursuivre et puis on prendra d'autres questions bien sûr plus tard. Donc, une fois la convention signée, vous pouvez accéder à l'espace de dépôt de preuves. Donc, j'accède à une candidature déjà avancée. Vous voyez que la recevabilité a été validée et la convention signée. Donc, une fois dans l'espace de dépôt de preuves, toutes les exigences qui correspondent au profil sélectionné lors de la phase de recevabilité seront affichées et vous avez toutes les preuves associées pour chaque exigence en fonction du profil. Donc, par exemple, pour compléter une section d'exigence, vous avez la liste des exigences attendues et pour chaque exigence, il y a une description donc, de l'exigence. Pour l'INS, il y a la description de la règle, la description du scénario avec les cas de figure et puis une description des preuves attendues et la possibilité de télécharger les preuves. Vous pouvez télécharger plusieurs fichiers, donc preuves au format Word, PDF, vidéo. Et ce qui est préférable, c'est les vidéos, on visualise mieux, mais vous avez le format n'est pas est libre. Pour retourner à la section d'exigence, on peut cliquer sur le bouton retour aux sections d'exigence. Pour compléter une section déjà entamée, on peut cliquer sur le bouton continuer et on visualise donc toutes les exigences qui étaient épreuves chargées et les listes qui restent à charger. Donc pour compléter, donc je visualise ce qui a été fait et l'épreuve donc qui reste à charger. Je m'excuse, là, on ne voit pas un problème de démo, on ne voit pas comment charger l'épreuve, mais en prod, ça fonctionne. Hier, ça a bien fonctionné. Ouais, ça doit être juste un problème de cache Fazia qui ne permet pas d'afficher cette partie de dépôt de preuve. D'accord, merci. Donc, dans l'espace de dépôt de preuve, vous avez la possibilité de soumettre section par section. Et une fois, par exemple, vos preuves sont soumises à l'ANS et que l'ANS juge qu'il est nécessaire d'apporter des modifications à certaines exigences, vous avez la liste des exigences à modifier et vous pouvez donc apporter, vous avez la notification de l'attendu et joindre une nouvelle preuve. Donc, vous pouvez archiver, vous avez la possibilité d'archiver l'ancienne preuve et de soumettre une nouvelle preuve. Une fois que vous avez apporté donc toutes les modifications, vous pouvez soumettre à nouveau. Et une fois toutes les sections validées, vous allez et votre dossier passera devant un collège de certification qui décidera de l'attribution du certificat de conformité. Votre candidature sera validée, vous serez notifié donc, sur la plateforme Convergence et par la suite, un mail vous sera envoyé avec les documents de conformité. Et je passe la parole à Yves. Ok,
Merci Fazia. Donc oui, si tu peux arrêter le partage de ton écran, Oui, on va pouvoir rebasculer sur la présentation. Alors, donc toutes ces slides là, c'était la partie démo, donc on va passer rapidement. Voilà, ça pourra vous faire un rappel. Voilà, donc je vais donc vous parler maintenant des modalités de dépôt avec donc la première partie sur le scénario de bascule. Alors au niveau du scénario de bascule, donc ça concerne bien évidemment tous les entreprises du numérique en santé qui avaient initié une candidature quand le parcours était en phase transitoire. Donc, je rappelle que le parcours nom de marque et ligne générique donc, était en phase transitoire donc, depuis le 1er août 2022. Et donc, suite à la publication de l'arrêté sur le référentiel donc, des DMN, le parcours nom de marque est donc en phase nominale depuis le 6 mars. Donc, au niveau, donc toutes les candidatures évidemment qui avaient été initiées durant ces quelques mois ont bien sûr été conservées. Toutes les informations de leur recevabilité sont évidemment aussi conservées. Il y a juste donc quelques éléments que Fazia vous a énoncés tout à l'heure qui sont à compléter. Donc effectivement, donc, la phase de recevabilité donc est à compléter pour tous ces candidats. Ensuite, donc une fois que c'est complété et que c'est validé, donc comme on l'a déjà souligné tout à l'heure, il y a donc la convention qui vous est envoyée pour la signer. Et puis ensuite, donc, commence la phase de soumission des preuves. Donc là, effectivement, toutes les preuves qui avaient été envoyées en phase transitoire et analysées pour la plupart par l'ANS, donc sont à redéposer entièrement par l'entreprise du numérique en santé. Donc évidemment, l'idée c'est que de redéposer les preuves que vous aviez envoyées et qui éventuellement avaient été analysées. Comme ça va évidemment accélérer le travail d'analyse de l'ANS puisque s'il a déjà été fait, on va simplement vérifier qu'effectivement c'est la même preuve qui a été redéposée. Voilà, donc en 2 mots, donc pour ce scénario qu'on appelle de bascule pour les candidatures qui avaient été initiées dans cette phase transitoire, il faut donc compléter le formulaire de recevabilité et puis après ça va donc suivre son cours avec la validation de la recevabilité, la signature de la convention et par contre le redépôt de l'ensemble des preuves qui auraient pu être envoyées initialement. Alors ensuite, le délai de traitement de l'ANS, donc tout ça est précisé dans le décret du 30 décembre 2022. Donc l'ANS a effectivement 60 jours calendaires pour certifier conforme un DM numérique. Cependant, voilà, il y a quelques règles à bien connaître. C'est tout d'abord à partir de quand ces 60 jours calendaires sont décomptés. Donc, il faut effectivement que le dossier soit complet. Donc, ça sous-entend effectivement que l'ensemble des preuves soient déposées. Donc une fois que tout le dossier est complet, que toutes les preuves sont déposées, le compteur des 60 jours calendaires démarre. Ça ne vous empêche pas, bien sûr, de déposer les preuves section par section et l'ANS de commencer l'analyse des sections. C'est juste qu'effectivement, le compteur ne sera pas déclenché. Ensuite, s'il y a effectivement des preuves qui sont non conformes ou insuffisantes, en tout cas qui ne permettent pas de valider une exigence, dans ce cas-là, l'ANS va demander des compléments
à l'entreprise du numérique en santé. Et dans ce cas-là, s'il y a des questions qui sont en suspens côté ENS, dans ce cas-là, le compteur est donc arrêté. Voilà. Donc pour information, les 60 jours calendaires, c'est donc un max, c'est un maximum. Ça peut éventuellement être moins. Par contre, donc il faut quand même bien souligner que le délai de certification est donc forcément supérieur au délai de traitement qui est de 60 jours calendaires, puisqu'il peut y avoir des allers-retours entre l'entreprise du numérique en santé et l'ANS. Donc voilà, donc c'est quand même un point d'attention. On nous pose souvent la question. Donc c'est pour ça que le délai de certification, on peut pas le donner. Ça dépend de la réactivité aussi de l'entreprise du numérique en santé et, de la qualité des preuves fournies. Voilà, donc ensuite, donc au niveau de la validité du certificat de conformité, donc ce certificat de conformité est valable donc pendant toute la durée de la convention, et la convention a une durée de vie de 5 ans, mais il est renouvelé donc à chaque échéance par tacite reconduction. Ce qui fait que le certificat de conformité, finalement, n'a pas de durée de vie, il peut durer comme ça, très longtemps, en théorie. Par contre, il y a effectivement des cas où, ce certificat de conformité, ne va plus être valable et devra être renouvelé. C'est, bien sûr s'il y a non-conformité d'au moins une exigence avec le référentiel. Donc ça peut se produire principalement dans 2 cas. Soit c'est le référentiel des DMN qui a évolué, donc s'il y a une montée de version du référentiel, dans ce cas-là, effectivement, forcément, il y aura des exigences qui ne seront plus conformes avec le DMN. Soit c'est le DMN qui, lui, a évolué et qui n'est plus compatible avec le référentiel. Donc, si le DMN a évolué, donc on a noté de façon substantielle, Heu, c'est, c'est donc à l'entreprise du numérique en santé de postuler à nouveau dans Convergence. C'est de sa responsabilité de déposer une nouvelle candidature et de se rendre, conforme. Voilà. Par contre, si c'est le référentiel d'interopérabilité et de sécurité donc des DMN qui a modifié, parce que qui a été modifié et qui a donc été republié. Dans ce cas-là, bah, toutes les entreprises du numérique en santé doivent aussi recandidater pour cette certification de conformité. Voilà. Alors, l'accompagnement technique que l'ANS propose à l'ensemble des ENS. Donc il y a pas mal d'outils qu'on vous a listés sur cette slide. Tout d'abord, évidemment, le portail de l'ANS où il y a pas mal d'informations. Voilà, on vous a mis l'URL de la partie télésanté. Voilà, le portail est mis à jour régulièrement à chaque échéance. Ensuite, il y a aussi donc le portail industriel où il y a beaucoup d'informations. Donc, comme Yacine vous l'a présenté tout à l'heure, c'est la même authentification via ISC. Donc, il faut effectivement s'enrôler via ISC et s'authentifier pour avoir accès au portail industriel. Donc, comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. Vous êtes enrôlé autant pour la partie portail industriel que la partie convergence. Donc voilà, on vous incite bien sûr à le faire le plus rapidement possible. Sur le portail industriel, donc vous allez retrouver un formulaire qui va permettre de contacter l'équipe télésanté.
Donc, je vous ai mis aussi l'URL du formulaire. Donc, bien choisir la sous-section certification des DMN pour que ça arrive directement dans notre équipe. Sinon, ça nous parviendra également, mais ça sera un petit peu différé dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, beaucoup d'informations effectivement sur le portail industriel. Il a été mis à jour en fin de semaine dernière pour l'ouverture du guichet nom de marque en mode nominal. Il sera également mis à jour dans les prochaines semaines à chaque étape, à chaque différentes étapes. Donc là, on vous a mis quelques pages particulières. Il y en a d'autres aussi. Et puis, vous pouvez retrouver donc une FAQ télésanté, voilà, qui elle sera aussi mise à jour régulièrement avec justement toutes les questions qui pourront être fréquemment posées. Donc, n'hésitez pas déjà à la consulter dans un premier temps. Voilà. Et puis, on vous rappelle aussi donc le site Genius qui est donc un petit peu plus général, voilà, qui va vous expliciter un petit peu le processus, mais pas uniquement ANS, hein, avec la partie ministère pour récupérer les codes pour rentrer dans le droit commun, qui va aussi vous parler de la partie HAS en aval. Voilà, donc le site Genius qui est aussi un bon site pour récupérer de l'information. Voilà. Et bien, nous allons passer donc à la dernière partie, qui sont donc les différentes étapes à venir. Alors, donc tout d'abord, à court terme, donc il y aura aussi l'ouverture donc des guichets Pécan Pecté, donc qui est prévu en mars. Et donc, je rappelle qu'il y a le webinaire spécifique Pécan. Donc Pécan, c'est prise en charge anticipée, hein. C'est vrai qu'on a mis cet acronyme. Donc, le webinaire spécifique est le 23 mars à 14h30. Il y aura donc l'ouverture aussi donc, du guichet en mode nominal, ligne générique, donc courant avril. Voilà, il y aura des communications qui seront effectuées. Dès qu'on aura de la visibilité, ça va dépendre de la fin de la concertation des spécifications techniques côté HS. Et puis, donc, deux dates importantes que certainement vous connaissez. Donc, la fin de la dérogation du première étape au 1er juillet 2023. Et puis, effectivement, la certification de conformité des DMN qui est obligatoire pour être sur la LPPR à partir du 1er janvier 2024. Voilà. Et puis, donc à moyen terme, effectivement, on en a parlé un petit peu tout au long de cette présentation. Voilà, des travaux qui sont en cours sur une V2 et on sait qu'on doit travailler sur ce point pour vous donner le plus de visibilité possible. J'ai mis là quelques pistes effectivement pour cette V2 et vous pouvez déjà aller voir des informations dans la doctrine du numérique en santé. C'est tout ce qui concerne la messagerie sécurisée de santé qui sera probablement dans une V2, la compatibilité avec le DMP, un rapprochement avec le référencement MES. Donc, si vous avez déjà l'idée d'être référencé côté mon espace santé, voilà, ça c'est des choses qui peuvent être déjà faites en parallèle aussi, hein, de votre côté. Et puis, certainement un volet interopérabilité pour les comptes rendus de télémédecine ou autres au format CDA R2 niveau 1. Voilà, c'est pas exhaustif, c'est voilà, pour donner quelques pistes, mais voilà, on va travailler dans les prochains mois sur cette V2 et pour une mise en application où il n'y a pas encore de planning associé. Voilà, donc il y aura des travaux sur cette partie. Voilà, donc je crois que ça finit la présentation. Donc il reste peu de temps pour des questions, donc on va essayer d'y répondre pendant les 5 dernières minutes. Ouais, Et je vais sinon, aller. on répondra par écrit. Voilà, donc Hugo, je te laisse nous poser les questions. On a une question sur combien de temps aura-t-on pardon, en combien de temps aura-t-on le retour après le dépôt de des preuves?
Alors, pour l'instant, le seul délai qu'on ait, c'est un délai total, de 60 jours calendaires pour l'ensemble des preuves. Donc nous, on peut pas dire, voilà, pour une preuve, ça va demander 2 jours ou 3 jours. Ça va dépendre de l'organisation interne. Bien sûr, nous, on va essayer de répondre au maximum. On n'a pas trop parlé de l'ordre de priorité de traitement, côté ANS. Bien sûr, on va traiter, de façon, séquentielle, c'est-à-dire, on répond en premier à ceux qui déposaient leurs preuves en premier. Donc après évidemment, ça dépendra de la charge de travail. Mais nous, le seul respect qu'on doit, c'est effectivement, 60 jours au total pour l'analyse, des preuves. Voilà. Hugo, autre question? Ouais. Concernant le RGPD, quelle sera la preuve de conformité attendue? Alors il y a un document, qui est je crois dans Convergence et c'est de l'autodéclaration. Voilà. Oui, c'est la même pièce justificative fournie lors de l'étape de recevabilité à soumettre à nouveau pour la preuve RGPD. OK. Le mandataire doit-il être uniquement un représentant légal de l'entreprise? Donc ça, c'est côté fournisseur d'identité. Ouais, en fait, le mandataire, c'est toute personne, tout représentant légal qu'on peut identifier sur un cabis. Et donc voilà. On a une autre question sur comment cela se passe-t-il pour les DMN hors télésurveillance déjà remboursés? Alors, la question est assez vague. Donc les DMN hors télésurveillance déjà remboursés, j'imagine que ça parle des DMN, inscrits sur la LPPR. Dans ce cas-là, pour les DMN, inscrits sur la LPPR, ils doivent, être donc certifiés conformes, pour, le 31 décembre, 2023, pour rester sur la LPPR. Voilà, je vois pas trop quoi dire de plus, sur cette question générale, mais, n'hésitez pas à préciser votre question si ça n'a pas répondu. Une autre question. Lorsqu'un exploitant a soumis son DMN en phase bac à sable sur la ligne générique et qu'il souhaite également soumettre ce même DMN en phase nominale en nom de marque, quel séquençage préconisez-vous? Alors, si on a un DMN, qui effectivement va répondre, à 2 parcours, il faut, candidater 2 fois. Il faut candidater une fois, sur la partie ligne générique et une fois sur la partie nom de marque parce que c'est pas exactement les mêmes exigences, hein. Côté ligne générique, il y aura les exigences des spécifications, techniques HAS qui seront vérifiées. Par contre, il faut le signaler à l'équipe, mais même si on s'en apercevra de toute façon et pour accélérer, puisqu'il y aura quand même de nombreuses preuves qui seront, communes, de notre côté, on mettra certainement le même référent, la même équipe pour accélérer, la procédure de certification, et que le travail ne soit pas fait, 2 fois, de notre côté. Voilà. Et peut-être une dernière question, c'est est-ce qu'on aura un webinaire pour la ligne générique ou bien celui-ci le concerne? Alors pour l'instant, on n'a pas encore statué là-dessus. Sur la partie ligne générique, la partie, ANS, sera, commune en fait, hein, c'est assez, similaire. Donc c'est pour l'instant, on n'a pas vraiment statué. Est-ce que, il y aura un webinaire plutôt croisé avec la chaise? Voilà, c'est quelque chose qu'on va réfléchir sur ce point. Alors peut-être il y a encore une question, Hugo? Ouais, alors je cherche pour en avoir une pertinente.
Ouais. Peut-on réaliser la phase 1 avant même l'implémentation des exigences du référentiel dans le DMN? Je pense que quand il parle de la phase 1, il parle de la phase de recevabilité. Avant quoi, tu as dit? Faire la phase de recevabilité Avant l'implémentation des exigences du référentiel. Oui, vous pouvez déposer votre candidature de dossier dès que possible, même si vous n'avez pas encore finalisé les développements ou les preuves. Voilà, ça permet toujours d'anticiper certaines questions ou certains problèmes. Donc oui, c'est tout à fait possible. De toute façon, le compteur ANS, hein, quelque part, ne démarre qu'une fois que toutes les preuves sont déposées. Donc, si les preuves ne sont pas déposées, voilà. Et vous pouvez aussi déposer section par section, je rappelle. Donc, il est possible que déjà votre DMN réponde à certaines exigences de certaines sections. Je pense entre autres à la partie RGPD ou portabilité ou voilà, ou autre. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vois que le temps est écoulé, donc je suis certain qu'on n'a pas répondu à l'ensemble des questions. J'en avais vu des plus individualisés, voilà, sur les DMN. Donc, n'hésitez pas, si c'est des questions précises par rapport à votre DMN, donc à utiliser le formulaire de contact qu'il y a donc sur le portail industriel. De toute façon, nous allons répondre de façon générale à l'ensemble des questions, voilà, d'ici dans les prochains jours. Donc, écoutez, je vous remercie tous pour votre participation. Merci à l'équipe pour toute la présentation. Et puis, je crois qu'on va donc en rester là. Et à bientôt donc sur le portail Convergence. Merci à Merci. tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.